Martine était une veuve qui avait perdu son mari dans sa jeunesse. Elle a donc dû élever seul leur fils Bertrand, en se battant pour payer ses frais universitaires jusqu'à ce qu'il obtienne un emploi. Elle trouva une belle fille nommée Sandrine pour son fils Bertrand. Bertrand vivait en ville, pendant que sa mère et sa femme vivaient toutes deux au village. « Sandrine, où es-tu ?»« Je suis là, maman. Quel est le problème ?»« Je ne comprends pas ce qui se passe. Pourquoi la facture est venue si élevée ce mois ?»« Mais maman, c'est moins que le mois dernier. »« Et puis quoi? Ne vois-tu pas qu'à cette allure, on risque un jour de vendre cette maison pour payer la facture? À partir d'aujourd'hui, peu importe le degré de chaleur, un seul ventilateur fonctionnera dans cette maison. Et c'est celui qui est dans ma chambre. » Sandrine avait l'habitude de se sentir mal à cause de la chaleur, après avoir travaillé toute la journée. Sa belle-mère, quant à elle, allumait uniquement le ventilateur de sa chambre et en profitait toute seule. Et chaque fois que Sandrine voulait également en profiter, elle la chassait rapidement. Un jour, alors que Sandrine travaille dans la cour, un vendeur passe avec de magnifiques bracelets dans une brouette. Elle aimait tellement les bracelets. Alors elle appela le vendeur. « Vendeur, montre-moi tes meilleurs bracelets. »« Les voici, madame, en toutes couleurs. Verte, rose, bleu, violette et autres. Faites juste votre choix et je vous les laisse à un très bon prix. » Alors que Sandrine contemplait les bracelets et désire s'en procurer, sa belle-mère Martine se dirige vers elle toute furieuse. « Non mais je rêve ou quoi? Avec tout ce qu'on a comme problème dans cette maison, tu te permets de vouloir t'acheter de nouveaux bracelets? C'est pas possible. » Au vu de la réaction de sa belle-mère, Sandrine est effrayée. « Mais, belle maman, tous mes bracelets se sont endommagés à cause des travaux quotidiens. » Et puis quoi? C'est obligé que tu aies de nouveaux bracelets? Monsieur le vendeur, libérez très vite ma cour. En voyant la scène, le vendeur éprouve de la pitié pour Sandrine. Alors il lui dit à voix basse, « Ne soyez pas si triste, voyons. Permettez-moi de vous offrir ce bracelet multicolore qui vous ira certainement. » Martine, la belle-mère, les regarde de loin, mais elle n'apprécie pas du tout l'échange entre sa belle-fille et le vendeur. Surtout qu'elle ne peut rien écouter de leur conversation. « Et vous là, que manigancez-vous ?» Cette fois-ci, Sandrine tremblait de peur. Vous savez quoi? Laissez tomber, monsieur le vendeur. De toute façon, je ne les veux même plus ces bracelets. » Et Sandrine se rend dans sa chambre, toute triste. Pendant qu'elle y va, le vendeur dépose un bracelet multicolore sur sa fenêtre, puis continue sa route. Mais la belle-mère l'ayant vu, prend ce bracelet et le garde pour elle. Quelque temps plus tard, Amélie, la mère de Sandrine, décide de rendre visite à sa fille dans sa belle famille. Elle est choquée de l'état dans lequel elle trouve sa fille. « Sandrine, ma fille, qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi es-tu si maigre et pâle? »« Maman, je souffre tellement, tu sais. Ma belle-mère me rend la vie tellement difficile dans cette maison. Je mange à peine et à des moments la chaleur veut me tuer. J'ai parfois l'impression d'avoir commis la plus grosse erreur de ma vie en venant au mariage dans cette famille. » Martine voit bien que les deux dames sont en train de converser, mais cela n'empêche qu'elles viennent les interrompre. Elle fait donc semblant d'être fière de voir la mère de Sandrine dans la maison. « Oh, tu es là! Bienvenue! Bienvenue, ma sœur! Comment vas-tu? »« Je vais bien, ma sœur. Et toi? »« Je vais bien aussi. Tiens, je vous ai apporté un panier de fruits bien frais pour ma fille Sandrine et toi. » Et pendant qu'Amélie parle, elle tend à Martine un panier de fruits et de légumes bien frais. « Mais, ma sœur, ces légumes ont l'air racés, ainsi que les fruits. Mais bon, on va seulement faire avec. » Martine mentait. Les fruits et légumes étaient bien frais, mais elle le disait par orgueil. Elle prit donc le panier et alla à la cuisine. Et une fois dans la cuisine, elle ramassa le plus gros fruit de tomate et se mit à le manger. La conversation continue au salon entre mère et fille. « Maman, je crois avoir commis la plus grosse erreur de ma vie. J'ai fourni tant d'efforts, mais jamais ma belle-mère ne l'a remarqué. J'en ai marre, maman. Je sens que je vais lâcher prise. »« Oh non, ne dis pas ça, ma fille, ok? Je suis ici avec toi pour le moment, et les choses vont certainement s'arranger. » Au fond d'elle, Amélie était très inquiète de voir l'état de sa fille dans sa belle famille. Mais sur les conseils de Sandrine, elle s'en ira après un bref séjour. Quelques jours plus tard, Sandrine s'évanouit à cause de l'excès de chaleur. Inquiète de son état, sa belle-mère appelle le médecin et ce dernier arrive à la maison. « Docteur Kono, qui
Qu'y a-t-il avec ma belle-fille? Qu'est-ce qu'elle a? De quoi souffre-t-elle? Calmez-vous, Madame Martin. Elle a manqué l'eau dans son corps à cause de l'excès de chaleur. Alors elle devra dorénavant consommer de l'eau minérale et prendre tous ces médicaments que j'ai prescrits. Mais si vous ne le faites pas, son système respiratoire pourrait être atteint et le pire pourrait arriver. D'accord, docteur. Et combien coûtent ces médicaments? 25 000 francs. 25 000 francs? Juste pour un petit malaise qui peut être traité avec des médicaments faits maison et de l'eau simple? Non mais docteur, ça c'est trop demandé. Martine ne respecta donc aucune instruction laissée par le médecin. Elle donna à sa belle-fille de l'eau non minérale, accompagnée des remèdes faits maison. Elle le fit pendant 2 jours, mais l'état de santé de Sandrine s'aggravait. Et c'est alors que la jeune fille, fatiguée et épuisée, dit à sa belle-mère, « Belle-maman, s'il te plaît, appelle ma mère ou mon mari et fais-leur savoir que je suis malade. Je ne veux pas mourir ici sans que aucun d'eux ne soit au courant. S'il te plaît, belle-maman, contacte l'un d'eux afin qu'ils viennent voir l'état de ma santé. » Ah bon? Donc malgré les efforts que je fournis pour que tu guérisses, tu ne vois pas, n'est-ce pas? Malgré les remèdes que j'ai concoctés pour que tu sois en bonne santé, tu oses me dire que tu veux que j'appelle ta mère ou ton mari? D'accord. Tu sais quoi? Je suis même déjà fatiguée de tout ça. Je vais appeler ta mère. Elle viendra te prendre et elle-même s'occupera de toi. Martine appelle donc Amélie et celle-ci vient prendre sa fille pour la soigner chez un bon médecin. Et quelques mois plus tard, Amélie rend visite à Martine. Martine, je regrette amèrement d'avoir envoyé ma fille en mariage dans ta famille. Depuis qu'elle s'est mariée à ton fils, tu as fait de sa vie un enfer. Ma fille a toujours fourni des efforts, mais tu n'as jamais vu en tant que belle-mère. Et aujourd'hui, à cause de toi, ma fille est morte. Je ne te le pardonnerai jamais, Martine. La belle-mère de Sandrine est choquée. Elle pleure amèrement et elle se maudit. Oh non! Ma belle-fille! Ma belle-fille Sandrine ne peut pas être morte! Je n'arrive pas à y croire! Qu'est-ce qui s'est passé, Amélie? Sandrine, ma belle-fille! Oh non! Sandrine, ma belle-fille! Je regrette amèrement ce que j'ai fait, Amélie! Si seulement je pouvais racheter le temps! Sandrine, ma belle-fille! Ma belle-fille! Pendant que Martine est en larmes, quelqu'un entre par la porte. Eh oui, c'est bel et bien Sandrine, sa belle-fille. Oh! Ma belle-fille! C'est toi? C'est toi, Sandrine? Alors tu n'es pas morte? Ma belle-fille! Viens dans mes bras, ma belle-fille! Je suis tellement désolée pour ce que j'ai fait. Je ne te maltraiterai plus jamais, Sandrine. J'ai appris de mes erreurs et je serai désormais une bonne personne. Pardonne-moi, ma belle-fille. D'accord, belle maman. Calme-toi, ok? Je suis bel et bien en vie. Tu sais, il est bon de faire des économies comme tu le fais souvent. Mais il est encore mieux de le faire de la meilleure des façons en mettant en priorité la vie des personnes qui nous entourent. J'aurais pu mourir chez toi si maman ne venait pas me prendre pour m'amener à l'hôpital. Je te pardonne, belle maman. Mais s'il te plaît, retravaille ton caractère et sois une personne de bon cœur qui prend soin de son entourage. Je t'aime, belle maman. Les 2 dames étaient heureuses, l'une dans les bras de l'autre. Et dès lors, Martine devint très gentille envers sa belle-fille et envers toutes les personnes qui sont autour d'elle. Et c'est la fin. Nous espérons que vous avez aimé la vidéo. Dans un petit village vivait une femme nommée Solange et son fils Vidal. Vidal a atteint l'âge du mariage, mais ne veut pas se marier. Mais sa mère insistait et décida de commencer les préparatifs pour lui trouver une fille bien. Et surtout, de très bonne famille. Elle était vraiment prête à réaliser ce rêve, peu importe ce que cela lui coûterait. Mon enfant, il est temps pour toi de trouver une femme et de penser à construire ta vie. Mais maman, je n'ai pas besoin de tout ça. Mais chérie, il est important pour toi de te marier. Et surtout, je veux des petits-enfants, moi. Tu as une grande responsabilité en tant que fils. Écoute,
Tu auras besoin d'une femme pour t'aider. Regarde comment tes égaux du village sont déjà mariés. Toutes mes amies ont déjà des belles filles. J'en veux une aussi. Mais mon fils, si tu ne veux pas épouser une fille du village, je te trouverai une bonne femme en ville. D'accord, mère. J'ai tout de même une condition. Je veux une fille de bonne moralité. Je ne veux pas être dérangée. Peu importe d'où elle vient. D'accord, fils. Il y a mon amie Mireille qui a vécu ici à une certaine période. Quand elle a eu 20 ans, son père reçut un appel pour un gros travail et elle alla vivre en ville. Depuis lors, j'ai entendu parler qu'elle a une fille qu'elle veut marier et nous avons conclu votre mariage. Ne t'inquiète pas mon fils, j'envoyerai des cadeaux à sa famille dès demain. Les deux familles se rencontrent enfin et fixent le jour du mariage. Solange et Mireille étaient très heureuses de ce mariage. Elles apprêtaient tout pour le jour J. Puis, ils se marièrent. Après le mariage, une fête fut organisée pour présenter la mariée aux invités. Beaucoup de personnes sont venues à cette fête spéciale. Allez, belle fille, il est temps pour toi de t'apprêter et de descendre. Les invités ont hâte de te rencontrer. Je saurai m'habiller, pas besoin de s'inquiéter. Belle fille, mon fils n'est pas un enfant de riche. Nous n'avons que notre fierté à préserver. Alors, ma belle fille, tu dois être bien habillée. Écoute ce que je te dis, s'il te plaît. Applique ce maquillage sur ton visage et tu verras. Solange se présente devant tout le monde avec sa ravissante belle-fille. Lorsque tout le monde vit le visage de Lily, ils étaient tous éblouis par sa beauté. Ça, Solange, ta belle-fille est vraiment magnifique. Tu as vraiment beaucoup de chance. Oui, tu as raison. Elle a vraiment beaucoup de chance d'avoir ce visage de lotus. Solange, tu as une belle fille sortie tout droit de la ville. Vois-tu à quel point cette couleur lui va et son comportement? Il est irréprochable. Ta belle-fille est bien éduquée et si prometteuse. Je vous ai dit que ma belle-fille sera une fille de bonne moralité et aura aussi beaucoup de qualités. Mes souhaits se sont réalisés. Avec l'arrivée de sa belle-fille, Solange était plus respectée par les membres de sa famille. Chaque jour, de nombreuses personnes la louent et la félicitent. Mais après un certain moment, les problèmes commencèrent à la maison entre la belle-fille et les autres membres de la famille. Ainsi, Solange et Vidal devaient lui faire face. Hey Solange, mais qu'est-ce qui se passe ici? Pourquoi m'empêcher tout le temps de faire des choses qui me font plaisir? Lorsque tu me parles, c'est avec un minimum de respect. C'est moi qui décide ici. D'accord, ma chère belle-mère. Mais pourquoi m'obligez-vous à faire les tâches ménagères tous les jours? Je ne pourrais pas les faire. C'est mieux de chercher une ménagère qui le fera à ma place. Non mais, tu n'as aucun respect pour personne. Même pas envers ma mère. Mon cher mari, je n'ai pas manqué de respect à ta pauvre mère sans défense. Mais je désire que vous arrêtez de me prendre comme votre boniche. Je suis jeune et j'ai besoin de prendre soin de moi à travers des sorties. Je dois profiter de la vie. S'il vous plaît, arrêtez cette discussion les enfants. Je voudrais juste que ma belle-fille soit la belle-fille parfaite que j'ai tant souhaité pour le bonheur de ma famille. Après cela, ils n'arrêtaient pas de se disputer à cause de ci ou de ça. Et alors, après cette terrible discussion, Lily commença à porter des robes et des jupes très courtes pour aller au marché. Tous les regards étaient dirigés vers elle. Les amis de sa belle-mère étaient très surprises et n'arrivaient pas à la reconnaître. Solange, nous avons vu ta belle-fille aujourd'hui sur la place du marché vêtue de courts vêtements. Elle est dans le village ainsi habillée. Une autre ajouta. Ça ne peut pas continuer ainsi. Faites quelque chose. La belle-fille que vous avez fait venir de la ville n'est pas du tout celle que nous avons imaginée. Au début, elle avait l'air très bien. Mais apparemment, elle est devenue un véritable cauchemar. Que c'est dommage pour vous. Solange se sentit mal face aux propos de ses amis et rentra à la maison. Étant tout en colère, elle dit à Lily. Lily, que t'ai-je fait, dis-moi? Pourquoi veux-tu salir mon honneur ainsi que celui de mon fils? Pourquoi ce manque de respect à notre égard? Quel manque de respect? En ville, on s'habille ainsi et ça ne dérange personne. La première fois que votre fils m'avait vu, j'étais vêtue de vêtements courts.
Quel est le problème maintenant? Il avait quand même accepté de m'épouser ainsi. Je ferai ce qui me plaira, ok? Les habitants du village n'auront qu'à faire ce qui leur plaira. Et si je porte des vêtements courts, ils n'ont qu'à fermer leurs yeux. Non mais, je ferai ce que je veux. Je ne vais ni me retenir ni m'arrêter. Après avoir dit tout cela, elle alla dans sa chambre. Solange et Vidal se regardent avec inquiétude. Cette femme me fait très peur avec son comportement. Pourquoi suis-je allée chercher une fille de la ville? Elle nous a réellement montré son vrai visage. Oui, maman. J'en ai marre aussi. Dis, maman, comment pouvons-nous résoudre ce problème? J'ai une solution, fiston. Jour après jour, Lily faisait tout ce qu'elle pouvait pour détruire les relations de la maison. On dirait qu'elle cherchait juste à briser leur fierté. Elle s'énerve de tout et passe sa journée à réprimander sa belle-mère et son mari. Puis un jour, Vidal et Solange lui présenta des documents. Lily, toute surprise, se demanda quels sont ces papiers. Elle va jusqu'à demander si ce sont des papiers de terrain qu'ils mettront à son nom. Elle ajouta que même s'il veut mettre la maison à son nom, ce n'était pas la peine, car le collier qu'elle avait à son cou coûtait bien plus cher que cette maison. « Hé Lily, commence d'abord par prendre les papiers qui sont sur la table et lis-les. Évite-nous tout ce bavardage inutile. » Lorsque Lily prit les papiers dans sa main, elle vit qu'il s'agissait des papiers du divorce. Elle s'exclama. « Mais Vidal, veux-tu te séparer de moi? Je ne l'accepterai jamais. » Qu'est-ce que ça veut dire? Lily, je ne veux plus être avec toi. Signe juste. Et d'ailleurs, je n'ai jamais accepté ce mariage arrangé. Jamais de la vie. En plus, tu es une femme irrespectueuse. Je connais des personnes qui vivent en ville, mais elles ne se sont jamais comportées comme toi. D'où viens-tu même, femme indécente? Tu as raison, mon fils. Ça, c'était vraiment une grosse erreur. Elle a sali notre honneur et notre dignité ici. Elle ne mérite rien de bon. Elle ne se respecte même pas elle-même. Mais aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Signe ça et tu sors d'ici. Je ne sais vraiment pas à quoi je pensais avant de t'avoir choisi comme belle-fille. Aujourd'hui, tu m'as appris une chose. La belle-fille parfaite n'est pas toujours celle qui vient de la ville, mais c'est celle qui a un bon caractère. Celle qui respecte sa maison. Ça, c'est super. Je m'ennuyais aussi. Enfin, je me suis débarrassée de vous. Je me marierai avec un homme riche de la ville. Après ces mots, elle prit les papiers et les signa. Et tout le monde était heureux. Après quelque temps, Vidal a épousé une gentille fille du village et ils vécurent en paix. Fin. Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos. La famille Elundu est une famille très fortunée ayant pour unique fille Vanessa, qui malheureusement a du mal à trouver l'amour à cause de sa simplicité et de son apparence qui ne reflète pas son statut. À cause de quoi? Son père a promis une grosse somme d'argent à sa cousine Marine si elle arrive à lui trouver un mari. Marine, étant une bonne amie de Tabi depuis l'université, a pu convaincre les parents du jeune homme de marier leur fils à sa cousine Vanessa. Le problème actuel est que Tabi ne veut pas se marier. Tabi, tu dois aller demain rencontrer cette fille qu'on a vue sur les photos. Mais père, demain j'ai une réunion importante. Tu sais bien que je ne pense pas encore au mariage. Fils, tu vieillis. Il est temps que tu te maries. Mais papa... Oui, Tabi mon fils, tu dois nous écouter. Va au moins rencontrer cette fille. Elle est très jolie. En plus, elle est de bonne famille. Je suis sûre qu'elle te plaira. Tabi n'avait aucune envie de se marier. Mais sous l'insistance de sa maman, il céda. Et le lendemain, il alla chez la jeune fille pour faire mieux connaissance et rencontrer sa famille. Ils arrivèrent dans leur grande et belle maison. Bonjour Marine. Salut Tabi. Salut père. Voici monsieur Elundu, le papa de Vanessa. Heureux de vous voir. Soyez les bienvenus. Enchanté monsieur. Oh non, appelle-moi père, mon fils. Et ils continuèrent de faire connaissance lorsque Vanessa arriva dans le salon avec du thé. Après l'avoir vue, Tabi se mit en colère, car elle n'était pas du tout présentable pour lui.
Après avoir dit qu'il n'acceptait pas de se marier avec elle, il se leva et sortit brusquement. Vanessa en eut le cœur brisé et n'arrêtait pas de pleurer. La cousine de Vanessa le suiva jusqu'à sa voiture et lui dit « Hey, mais qu'est-ce qu'il y a? Pourquoi t'es-tu levé ainsi? » « Mais ce n'est pas la fille de la photo que tu m'as montrée. Cette fille n'a aucun charme. Jamais je ne me marierai avec une mochetée pareille. Je suis vraiment désolée de mon comportement. Mais je dois partir. J'ai une réunion urgente. S'il te plaît, appelle mon père. » « Écoute, s'il te plaît, Tabi. Ma cousine Vanessa doit se marier. C'est vrai qu'elle n'est pas si jolie, mais son père m'a chargé de lui trouver un mari qui s'y connaît dans la gestion des entreprises. Car il va bientôt ouvrir une grande société où il devra engager comme directeur quelqu'un de confiance, un membre de sa famille. C'est-à-dire toi, si bien sûr tu te maries à sa fille. Réfléchis bien, Tabi. Et en plus, si tu refuses, son père ne te pardonnera jamais. Et en un coup de fil, il peut facilement te mettre au chômage. Tabi se mit à réfléchir pendant quelques minutes. En voyant l'immense richesse du père de Vanessa, il dit « C'est d'accord, je me marierai avec elle. » Et 1 mois plus tard, il se maria avec Vanessa. La famille de Tabi reçut tant de cadeaux. Malgré la petite dot qu'ils avaient donnée et malgré qu'ils étaient mariés, Vanessa n'avait pas l'amour de son mari. « Écoute, papa a envoyé 2 billets pour qu'on puisse voyager pour notre lune de miel. Et nous devons partir dès demain. » Écoute, je ne peux pas partir. Dis à papa que nous sommes très heureux ici. En plus, j'ai beaucoup de travail en retard. Dis-lui qu'on ira une autre fois. Tabi n'a jamais regardé Vanessa avec amour. Et au fil du temps, elle a fini par le réaliser. Mais elle continuait de faire de son mieux pour obtenir son amour. Elle s'occupait de lui. Elle préparait elle-même le repas. Tabi, j'ai fait du ndolé avec de la banane plantain pour toi. Ne te dérange pas autant. Je n'en veux pas. J'ai déjà mangé au restaurant. Je n'ai plus faim. Mais je l'ai fait avec tant d'amour. S'il te plaît, mange juste un peu. Tu ne manges jamais ma nourriture. Ferme-la. Je ne pense pas que tu sois aussi stupide. Ou bien tu ne le vois pas. Tu ne m'intéresses pas du tout. Mais qu'est-ce que je t'ai fait? Je comprends maintenant que notre mariage n'est qu'une farce devant les gens. Mais tu ne m'aimes pas du tout. Il aurait davantage voulu l'insulter. Mais il préféra ne rien dire. Car il risquait de perdre tout le prestige auquel il avait droit. Le lendemain matin, il partit pour le bureau. Vanessa voulait arranger les choses, mais pour Tabi, il n'était aucunement lié à elle. « Excusez-moi, monsieur. » Tabi avait une nouvelle secrétaire qui s'appelle Natacha. Natacha est une jeune femme très belle et très sexy. « Monsieur, est-ce que vous voulez quelque chose? »« Oui, je vous veux. Je veux dire que je veux que vous soyez mon ami. Que vous soyez vraiment proche de moi. Très très proche. » Et ainsi, en très peu de temps, leur relation devint plus que de l'amitié. « Je souhaite vite vivre avec toi, chérie, pour plus te couvrir d'amour. Ne t'inquiète pas, bébé. Bientôt, je vais t'épouser. Et que feras-tu de cette femme qui vit là-bas chez toi? Ne t'inquiète pas, chérie. J'ai déjà économisé assez d'argent pour ouvrir ma propre entreprise. Je la chasserai de chez moi. » Quand il est rentré, Vanessa lui posa des questions, car ça faisait depuis 3 jours qu'il ne dormait plus à la maison. « Mais que t'arrive-t-il? Même dormir à la maison avec moi te dégoûte? Mais pour qui te prends-tu pour me parler ainsi? Mon père t'a fait beaucoup de grâce. C'est pourquoi tu t'es mariée avec moi, n'est-ce pas? Maintenant, comme tu ne veux pas me rendre heureuse, mon père t'enlèvera tout. » Sur ces paroles, Tabi se mit en colère et gifla Vanessa. « Comment oses-tu, sale mochetée? Essaye un peu de raconter quoi que ce soit à ton père et tu verras. » Vanessa n'avait jamais connu la douleur d'une fille et elle pleura énormément. Le lendemain, Tabi vint à la maison avec Natacha et il dit à ses parents: « Maman, papa, il est temps pour moi d'être heureux et mon bonheur est auprès de Natacha. Cette femme nommée Vanessa n'a jamais été ma femme et ne le sera jamais. Mais mon fils, de quoi parles-tu? Pourquoi crées-tu ta femme ainsi? Papa, tu sais bien que je ne l'ai jamais aimée et je ne l'aimerai jamais. Jamais! » Son père continua d'essayer de le convaincre, mais il n'écouta pas. Le lendemain matin,
Vanessa prit ses affaires et décida de partir d'elle-même de la maison. Les parents de Tabby essayaient de savoir où elle était allée, mais personne ne le savait. Et 2 mois après, Tabby se maria avec Natasha. Quelques jours passèrent et un matin, Tabby vint dans la chambre où Natasha était encore endormie et lui dit « Mais que fais-tu coucher à cette heure? Combien de fois papa t'a demandé de lui faire à manger? Eh bien, c'est pour ça que tu m'as réveillée. Va dire à ton père que je ne suis ni sa bonne ni la tienne. Que croyez-vous? » Que dis-tu ainsi? Tu passes le temps à ne rien faire de la journée et c'est ma mère qui fait tout le travail. Et alors? Ne pense pas que je suis idiote comme cette Vanessa. Je t'ai demandé depuis d'engager une bonne. Mais c'est ton devoir en tant que belle-fille. Vanessa le faisait tous les jours. Et où est-elle maintenant pour le faire? S'il te plaît, laisse-moi dormir tranquillement. Tabby se sentit vraiment très mal. Et c'était ainsi tous les jours des disputes. Tabby commença à regretter d'avoir épousé Natasha. Il n'arrêtait pas de penser à Vanessa. Il commença à la chercher partout. Il partit même chez le père de Vanessa. Mais il n'y avait personne, car il avait voyagé. Un jour, Natasha et Tabby étaient devant un juge. « Monsieur le juge, je n'en peux plus. Ce monsieur et sa famille me torturent. Ils ne veulent pas mon bonheur. Sa première femme Vanessa était déjà partie à cause de cela. Et ils doivent me verser une pension alimentaire par mois. » Monsieur Tabby, qu'avez-vous à dire? Je vous assure que je n'ai rien fait de mal à ma femme. Et je n'ai pas d'avocat pour me défendre. S'il te plaît, Natasha, arrête cette comédie. D'un coup, la porte s'ouvrit et vint Vanessa, qui était habillée en avocate. Elle dit au juge, « Je suis Madame Tabby, l'avocate de Monsieur Tabby. Il n'y a jamais eu de divorce entre nous. Donc, légalement, je suis l'unique femme de Monsieur Tabby. Et le mariage avec cette femme ne compte pas. Par conséquent, elle n'a droit à rien. Voici les papiers. » Tout le monde était surpris de voir Vanessa. Tabby ne pouvait que pleurer en voyant sa femme le défendre ainsi. Ainsi, il s'excusa et la prit dans ses bras et dit « Tu es vraiment la femme que Dieu a choisie pour moi. Tu es ma chère, ma Vanessa. Je t'aime. » Depuis cette déclaration d'amour, Natasha partit de chez Tabby. Et Tabby et sa femme Vanessa vécurent très heureux. Clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos. Oona est mariée à Steve depuis quelques années. Elle a toujours été une femme soumise, mais son mari ne l'a jamais bien traitée. Chérie, voici ton thé. Cela te donnera de l'énergie pour la journée. Je ne veux pas voir ton visage misérable ce matin. Tu risques de me gâter la journée. Incapable que tu sois. Faire un enfant te dépasse. Il lui dit tout cela car Oona est une femme stérile. Les docteurs l'ont fait suivre plusieurs traitements, mais jusqu'ici, aucun d'eux n'a marché. C'est ma mère qui t'a choisi comme épouse pour moi. En plus, tu n'es ni belle ni présentable. Oona se mit à pleurer. Elle était très triste à cause de ses propos. Le lendemain matin, avant que Steve n'aille au travail, il blâma de nouveau Oona. Tu ne sais rien faire comme il faut. N'as-tu aucune éducation? Mais pourquoi t'en prends-tu à elle le matin comme ça? Qu'est-ce que son éducation a à y voir maintenant? Les médecins ont fait plusieurs examens, mais elle ne peut concevoir. Est-ce de sa faute? Jusque-là, je ne suis pas encore un vrai homme. Alors, quelle est sa faute là-dedans? Ah, je vois. En tant que femme, tu prends son parti, n'est-ce pas? Est-ce ta fille? Quel genre de mère accorde plus d'importance à sa belle-fille qu'à son propre fils? Juste après, Steve s'éloigna avec colère. Directement, Oona se mit à pleurer. Sa belle-mère essaya de la consoler. « Oona, ma fille, s'il te plaît, calme-toi. Arrête de pleurer ainsi. » Il me crie dessus tous les jours, mais je ne sais plus comment lui parler. À chaque fois que Steve sortait en colère, il allait d'abord chez son ami Ekobe pour se plaindre. « Frère, mais pourquoi es-tu si en colère? Ami, je suis fatigué de voir le visage de cette femme chaque matin. Je n'en peux vraiment plus. Je ne sais plus quoi faire. » « Frère, voilà du thé. »« Pose-le là, merci. As-tu fini de cuisiner? » »« Oui, mais je dois encore ranger la cuisine. » Et Steve tomba sous le charme d'Erika. En même temps, elle était une femme très belle, avec de longs cheveux parfumés.
Steve, hé, frère, ça va? Est-ce que tu vas bien? Oui, ça va. Mais frère, qui est cette femme? Je ne l'avais jamais vue avant ici. C'est ma cousine Erika. Ça fait juste 2 jours qu'elle est là. Steve, à l'instant, commença à avoir certaines pensées, comme celle de séduire la belle Erika. Il commença à venir chez Kobe presque tout le temps pour passer du temps avec Erika. Je pense que tu es très belle, Erika. Tu es si douce. Et tes yeux sont vraiment très beaux. Tu ne fais que parler. Vais-je manger tes paroles? Je suis fatiguée de t'entendre parler de ma beauté. Non, ma chérie, ne t'inquiète pas. Je te donnerai tout ce que ton cœur désire. Le lendemain matin, Steve alla dans le coffre-fort de la maison pour prendre de l'argent et acheter des cadeaux et des bijoux à Erika. Juste après, il se rendit chez Kobe pour les lui donner. Oh waouh, que c'est magnifique! Et ce bracelet en argent, est-ce vraiment pour moi? Oh là là, c'est vraiment trop beau, waouh! Mais pourquoi m'offres-tu tous ces bijoux? Oui, frère. Mais pourquoi viens-tu avec tous ces bijoux pour ma cousine Erika? Je te connais bien. Qu'y a-t-il? Oui, frère, tu me connais très bien. Tout d'abord, je voudrais te dire que j'aime beaucoup ta cousine. Je ne veux pas faire d'elle ma maîtresse, mais je vais l'épouser, prendre soin d'elle. Il n'y a pas de relation sans nom. Donc, si vous êtes d'accord, je la rendrai très heureuse. Moi, je suis d'accord. Tu es celui qui changera ma vie. Ok, mais que vas-tu faire de ta femme, Oona? Ne t'inquiète pas, frère. Elle reste de toute façon dans la demeure des domestiques. Mais ta cousine restera avec moi. Elle sera comblée d'amour. Du reste, ne t'inquiète pas. Ah, d'accord, ok. Nous sommes d'accord. Rentre chez toi, frère, et prépare ton deuxième mariage. Une fois chez lui, il discuta de cela avec sa mère et Oona. Sa mère lui dit: « Comment ça, une deuxième femme? Qui est cette fille? Pourquoi fais-tu tout cela à ta femme, mon fils? Oona a toujours été là pour toi. Elle a toujours pris soin de toi. Que fera-t-elle? Où ira-t-elle? » Laissez mère. Laissez-lui faire ce qu'il veut. Si cela le rendra heureux, je l'accepte. Tu vois, elle se sacrifie même pour toi. Mais tu ne le vois pas. Fais comme tu veux. Sur ces paroles, Steve se maria avec Erika. Une fois marié, il rentra chez lui avec sa deuxième femme. Je veux être seul avec ma femme. S'il te plaît, maman, prends ta fille et va avec elle dans sa nouvelle chambre de domestique. Je ne veux plus jamais voir son misérable visage près de moi. Oui, Oona, tu n'as pas l'air d'être en santé. J'espère au moins que ce n'est pas contagieux, hein? Mais comment oses-tu parler à ma belle-fille de cette façon? C'est vraiment misérable. Regarde celle que tu as épousée. J'ai vraiment pitié. Mère, laisse tomber. Ils ont raison. J'irai m'installer dans la petite pièce en face de la maison. Et c'est ainsi qu'Oona alla vivre dans cette petite maison, tandis qu'Erika et Steve passaient du bon temps à se balader et à faire du shopping. Et là, ils gaspillaient beaucoup d'argent. Pourtant, Steve avait pris un congé d'1 mois pour qu'il puisse profiter de son nouveau mariage. Tous les jours, il sortait s'amuser. Et les jours où il voulait refuser, elle lui disait: « Tu as promis de me rendre heureuse, céder à toutes mes caprices. Mais qu'est-ce qui se passe maintenant? Mais tout ça coûte vraiment cher, chérie. S'il te plaît, bébé, fais ça pour moi. Tu me l'avais promis. » C'est ainsi qu'il cédait à toutes ses caprices. 1 an plus tard, Eric a mis au monde un fils. Mais Steve n'arrivait plus à maintenir le niveau de vie de sa famille, car son entreprise a fait faillite à cause de la mauvaise gestion des bénéfices et du capital. Oona, quant à elle, ne dépendait déjà plus de Steve, car elle avait trouvé un petit boulot en tant que vendeuse dans une boulangerie. Mon Dieu, comment vais-je faire pour gérer la maison? Je n'ai plus rien du tout. Comment ferais-je? Hey Steve, mais qu'est-ce qui ne va pas avec toi aujourd'hui? On devait aller se promener avec l'enfant, mais tu n'as pas laissé d'argent. Écoute, s'il te plaît, je suis un peu occupée. Nous allons en parler plus tard. Pardon? Tu voulais un fils et je te l'ai donné. Maintenant, tu ne t'occupes pas de lui. Je ne suis pas venue ici rester dans la pauvreté. Je ne peux pas rester et mourir de faim ici. Si c'est comme ça, je partirai avec mon fils. D'ailleurs même, c'est ton fils. Tu vas rester avec lui. Mais que peux-tu dire comme ça, Erika? Je suis ton mari. Tu ne peux pas m'abandonner et partir. Écoute, s'il te plaît. Dès demain, je vais chercher un nouveau travail. Oona était celle qui s'occupait du bébé d'Erika. Elle lui payait des jouets et même des vêtements.
Sa maman Erika n'avait pas de temps pour lui. Elle ne savait que s'occuper d'elle-même. Un jour, alors que Steve était allé chercher du travail, il eut un grave accident et se cassa les 2 jambes. Et sa famille fut informée de la situation. Madame Erika, votre mari a eu un grave accident. Il est à l'hôpital. Il faut de l'argent pour le soigner. Pardon? Comment ça de l'argent? Nous n'avons pas d'argent à gaspiller. En tout cas, allons-y. C'est ainsi qu'ils allèrent tous à l'hôpital. Oona était vraiment triste de voir son mari dans cette situation. Mais il fallait de l'argent pour le soigner. Erika s'écria. Tu n'as même pas un petit peu de sens. Tu ne pouvais pas penser à nous avant de faire cet accident? Maintenant, qui va payer pour qu'on puisse te soigner? Dis-moi, qui va payer? Je payerai, dit Oona. J'ai pu économiser un peu d'argent. Et c'est plus que suffisant pour l'affaire que je veux monter. S'il vous plaît, docteur, prenez cet argent et occupez-vous de mon mari. Je veux dire, occupez-vous de lui, s'il vous plaît. Depuis lors, le docteur s'occupa de Steve et il fut totalement guéri, mais il ne pouvait pas chercher du travail car il était encore convalescent. Hey, mais que fais-tu couché là? J'ai faim, s'il te plaît. Apporte-moi à manger. Tu sais que je suis encore convalescent. Mais que racontes-tu? Quelle nourriture? As-tu perdu la tête dans ton accident? Je t'ai donné de l'argent aujourd'hui pour le déjeuner, je pense. Ah, je vois. Tu parles des miettes que tu as données pour le petit déjeuner de mon fils? Ça ne m'a même pas suffi. Et tu me demandes à manger. Suis-je ta mère? Mais qu'est-ce que tu racontes? Vraiment, tu me déçois, Erika. C'est à moi que tu parles comme ça? Ils continuèrent de se disputer. Puis, Oona entra dans leur chambre avec un plateau plein de nourriture. Désolée du dérangement. Je suis venue t'apporter le petit déjeuner pour que tu prennes des forces et récupères vite. Après qu'elle eut fini de parler, Erika s'en alla en rechignant. Et c'était ainsi tous les jours. Oona s'occupait de son mari et du fils d'Erika, tandis qu'elle allait tous les jours voir son soi-disant cousin Ekobe. Je ne supporte plus de vivre dans cette maison. Il n'y a plus d'argent ni de bijoux. Je ne peux plus t'envoyer aucun argent. Que va-t-il nous arriver si je continue à rester là-bas? Cherche-moi un autre homme très riche qui pourra nous entretenir. D'accord, Erika. Mais que feras-tu de ton fils? Je te rappelle que c'est aussi le tien. Mais ne t'inquiète pas, il restera avec son faux père. Mais comment cela était arrivé? En fait, Erika n'a jamais été la cousine de Kobe. Ils ont toujours été amants. Ils passaient leur temps à escroquer des hommes riches pour qu'ils puissent profiter de leur argent. Le petit Dylan était donc le fils biologique de Kobe. Pendant ce temps à la maison, Oona et Steve se rapprochaient beaucoup. De plus, Oona prenait plus soin d'elle. Mais pourquoi me regardes-tu ainsi? Rien. Je trouve juste que tu as beaucoup changé. Tu es très ravissante. Merci beaucoup. Mais il fallait juste que j'aie plus confiance en moi. Ils continuaient de causer et de rire lorsqu'Erika arriva. Je quitte ta maison. Il n'y a rien pour moi ici. Et n'essaye pas de me retenir. Je ne vivrai jamais dans une porcherie pareille. Et ne t'inquiète pas pour ton fils. Je te le laisse. Occupe-toi bien de lui. Mais Erika, c'est ta maison ici. Et Dylan est ton fils. Comment peux-tu partir et le laisser? Laisse-la partir. Je me suis toujours trompée à son sujet. Je t'ai toujours insulté, Oona. Pourtant, tu es la seule femme qui m'aime réellement. Je regrette vraiment de l'avoir épousée. Elle n'a fait que gâcher ma vie et gaspiller mon argent. Ah bon, je t'ai donné un fils, je te rappelle. Et tu oses me comparer à cette stérile? Aïe! Je sais que cet enfant n'est pas de moi. Mais quelle bêtise racontes-tu? Oui, Erika. À l'hôpital, pendant que les médecins m'examinaient, ils m'ont dit que je suis et que j'ai toujours été stérile. Comment pourrais-je avoir un enfant? Si Oona est stérile, je le suis tout autant. Mais Steve, que dis-tu? Qui est alors le père de Dylan? Eh bien, je ne gagne plus rien à te mentir. Eh oui, Dylan n'est pas ton fils, mais le fils de Kobe. Ça aussi, je le savais déjà. Lorsque les docteurs m'ont révélé cela, j'ai décidé de mener ma propre enquête. Et j'ai su que tu n'as jamais été sa cousine, mais plutôt sa maîtresse. Je vais te demander de dégager tout de suite de chez moi. Et ne t'inquiète pas pour Dylan.
De toute façon, tu ne l'as jamais aimé. Et Kobe non plus. J'ai vu comment Owona s'occupait de lui. Elle l'aime beaucoup. Et malgré qu'il n'est pas de moi, je l'aime aussi. Je prendrai soin de lui. Maintenant, va-t'en d'ici. Oh, que c'est mignon tout ça. Quel couple merveilleux. Tu n'es vraiment qu'un idiot. Elle prit ses affaires et partit. Steve s'excusa auprès de Owona pour tout ce qu'il l'avait fait. Owona pardonna Steve et ils vécurent très heureux. Quant à Erika et Kobe, ils ont été arrêtés par la police car ils ont essayé d'escroquer un grand homme d'affaires. C'est la fin. Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos. Ateba conduisait un taxi à Kaba. Elle était enceinte. Son mari est mort il y a de cela 2 mois. Depuis lors, la responsabilité de la maison était sur ses épaules. Elle vivait uniquement avec sa belle-mère et Tunji. Cette dernière la harcelait toujours. Mais Ateba supportait toujours sans rien dire. Ateba était dévouée à Dieu. Quoi qu'il arrive, elle avait toujours le temps pour l'adorer. Malgré toutes les maltraitances infligées par sa belle-mère, elle n'a pas quitté la maison. Elle avait pour habitude de mettre son taxi à la garderie. Le taxi d'Ateba travaillait du matin au soir. Grâce à quoi, elle gagnait en quelque sorte sa vie. Chaque jour, quand elle rentre le soir, sa belle-mère prenait à chaque fois tout l'argent qu'elle avait pu gagner. « Maman, c'est tout l'argent que j'ai gagné de la journée. Aujourd'hui, je n'ai pas réussi à trouver plus de passagers. Tu te moques de moi? Tu économises de l'argent pour toi et ton enfant. Et tu oses me dire que ce n'est que ça que tu as gagné. Mais maman, tu sais bien que tout ce que je garde, je te le donne. Je ne garde pas d'argent avec moi. » Le lendemain, Ateba prit sa voiture, mais n'eut aucun client. Malheureusement, ça a été ainsi du matin au soir. Ouah, aujourd'hui je n'ai même pas eu un client. Comment allons-nous faire pour cuisiner un truc? D'une façon ou d'une autre, j'aurai faim. Et qu'en est-il de mon enfant qui est dans mon ventre? Dois-je le laisser affamer? Non, je dois au moins se trouver un seul passager. On risque de mourir de faim. Je dois au moins trouver un seul passager aujourd'hui. Ce monsieur a l'air d'aller quelque part. Hey monsieur, voulez-vous que je vous dépose? Non, désolé ma chère dame. J'attends mon chauffeur. C'est ainsi qu'Ateba resta très triste devant le départ de ce monsieur dans sa voiture. Et de plus, comment allait-elle expliquer la situation à sa belle-mère? Où est l'argent que tu as travaillé aujourd'hui, madame? Maman, je n'ai pas fait un seul trajet aujourd'hui. J'ai dû revenir les mains vides. Pardon? Arrête de me mentir, tu veux bien? Hé, remets-moi cet argent que tu as caché. Sinon, je vais te battre avec ce bâton jusqu'à ce que mon argent revienne. Croyez-moi, maman, je n'ai pas pu trouver un seul passager aujourd'hui. Arrêtez de me battre autant avec ce bâton. Écoutez-moi, maman, je vous en supplie. Je n'ai rien gagné aujourd'hui. Maman, je suis enceinte de votre petit fillot. En fait, écoute-moi bien, sale mendiante. Ce taxi appartenait à mon fils, Alino. Il avait l'habitude de le conduire et rapportait beaucoup d'argent. Après sa mort, tu as pris son taxi. Maintenant, tu ne viens avec rien du tout. Ateba commença à beaucoup pleurer après s'être souvenue de son mari. Mais qu'aurait-elle pu faire? Elle a été forcée devant l'oppression de sa belle-mère. Sa belle-mère n'avait pas la moindre pitié pour elle. Le lendemain matin, Ateba se rendit à l'église. Pendant le culte, elle supplia Dieu en disant: « Mon très cher Père, personne dans ce monde ne vaut sauf toi. Tu dois t'occuper de ma petite fille. Père, ne laisse pas cet enfant avoir des ennuis. S'il te plaît, papa, prends soin d'elle. » Après cela, elle partit pour la garderie prendre son taxi pour travailler comme d'habitude. Arrivée à la garderie, les premières voitures commencèrent à discuter les passagers. Dans son hangar, Ateba vit une femme qui avait besoin d'un taxi. Elle s'approcha de celle-ci, qui lui dit où elle voudrait aller. « Venez dans mon taxi et je vais vous laisser à votre destination. »« Oh, mais vous êtes enceinte? Comment arrivez-vous à travailler dans cet état? Vous avez un quelconque problème? » « Je suis pauvre, madame. J'ai beaucoup de problèmes. Et si je reste sans rien faire, comment vais-je faire pour gagner assez d'argent? Et si je ne gagne pas d'argent, comment vais-je faire pour manger? Je fais tout pour pouvoir mettre mon enfant au monde. Je ne peux pas rester affamée. »
Aujourd'hui, j'ai appris ce que c'est que d'être mère en vous regardant. Avoir vos problèmes, j'ai les larmes aux yeux. Madame, être pauvre est devenu une habitude, même si je fais cette tâche en souriant. La femme monta et s'assit dans le taxi d'Ateba. Mais seulement après avoir parcouru une courte distance, Ateba commença à ressentir une forte douleur au ventre. Elle arrêta la voiture et descendit de son véhicule et s'assit. « mais qu'est-ce qui t'arrive, ma sœur? J'ai très mal au ventre. Je ne peux pas supporter cette douleur. Que dois-je faire? Seigneur, protège mon enfant, Seigneur. » Il semble que le moment soit venu pour l'enfant. Je vais appeler l'ambulance maintenant. La femme appela l'ambulance. Après cela, Ateba fut placée dans un hôpital. Après quoi, cette femme partit. Il est temps pour vous d'accoucher. Mais pour cela, vous devez d'abord verser 50 000 au comptoir. Après l'avoir fait, nous pourrons vous aider. Mais je n'ai pas autant d'argent. S'il vous plaît, je suis très pauvre. Faites quelque chose, docteur. Je ne peux pas payer autant d'argent. Mais madame, si vous n'avez pas cet argent, nous ne pouvons rien faire. Ici, nous ne sommes pas dans un petit hôpital quand même. Informez les membres de votre famille et regroupez l'argent. Et après que le docteur lui a dit tout cela, Ateba appela sa belle-mère et lui raconta tout. Mais cette dernière lui dit, « Hé, mais où vais-je trouver autant d'argent? Je te rappelle que l'argent ne pousse pas sur les arbres. Là, je ne peux rien faire. Je n'ai rien à te donner pour toi et ton enfant. » Et Tondi raccrocha le téléphone à l'instant. Faute d'argent, Ateba était expulsée de l'hôpital. Elle est restée allongée à l'extérieur de l'hôpital et pleurait de douleur. Quel péché ai-je commis, Seigneur Dieu? Quel mal ai-je fait? Je ne peux pas supporter cette douleur. Père, protège-moi et ma petite fille. Protège-nous, je t'en supplie. C'est ainsi que cette femme qui l'avait conduite à l'hôpital revena vers elle et lui demanda, « Hey, mais pourquoi es-tu sur cette route? J'étais admise à l'hôpital, me semble. »« Oui, madame, mais le médecin m'a demandé 50 000. Où vais-je trouver autant d'argent? Je ne suis qu'une pauvre. C'est pourquoi ils m'ont chassée. Venez avec moi. Nous allons nous rendre à l'église qui est juste à côté. C'est là où vous trouverez refuge. » De ce pas, Ateba se rendit avec cette femme à l'église. Et quelques instants après, se produit un très grand miracle. Elle donna naissance à une petite fille. Sa fille était très belle et elle était en très bonne santé. Merci beaucoup, Seigneur mon Dieu. Vous avez sauvé ma petite fille. Seigneur, je savais que quiconque se confie en toi ne sera jamais déçu, car tu es infiniment bon. Hey, Ateba, je ne t'ai pas dit mon nom. Laisse-moi te dire que je suis envoyé par Dieu ici. Mais pourquoi dis-tu cela? Qui es-tu donc? Soudain, un miracle se produisit et une lumière brillante envahit l'endroit. Cette femme se métamorphosa en un ange illuminant. Oh, mon Dieu, quelle grâce! Merci Seigneur, tu as tant fait pour moi et ma petite fille. Oui, Ateba, je suis l'ange du Seigneur Dieu. Tu as été tant de fois mise à l'épreuve. Tu as supporté une si grande douleur pour avoir ton enfant. Mais jusque-là, tu n'as cessé de croire en Dieu. Et pour cela, j'ai l'honneur de t'annoncer que tu as réussi cette épreuve, ma chère. Je suis très en joie pour toi. Ateba, Dieu te bénit, qu'à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus jamais aucun problème. Il n'y aura que du bonheur dans ta vie. Tu ne manqueras plus de rien. Ta fille est pleine de grâce. Quiconque essaiera de te toucher sera frappé d'un très grand malheur. Mais en disant cela, l'ange se précipita de disparaître, et des larmes de joie ne cessèrent de ruisseler des yeux d'Ateba. Elle était vraiment très heureuse. Selon la bénédiction de Dieu, un palais lui fut construit. Ce palais avait tout ce dont on peut rêver. À cause de quoi, Ateba ne manquait de rien. Elle a commencé à vivre heureuse dans ce palais avec sa fille. Pour respecter la mémoire de son ex-mari, Ateba a gardé dans un coin du jardin son ancien taxi. Ateba était très épanouie. Après quelques jours, Etondi a appris que sa belle-fille est devenue extrêmement riche. Et bien sûr, celle-ci s'est précipitée pour aller la voir. Qu'est-ce qui vous amène chez moi? Pendant mes moments difficiles, vous n'avez rien fait pour moi et ma fille. Ce que j'allais manger, où allais-je dormir, cela n'a jamais été vos préoccupations.
Alors, j'aimerais bien savoir, qu'êtes-vous venu faire ici? Je suis venu ici pour être avec vous. Belle fille, je t'en prie, pardonne-moi. Je suis ta belle-mère. Oublions le passé. Je te supplie de me pardonner. Tu es ma belle-fille adorée. Oublions le passé si tu veux bien. S'il te plaît, pardonne-moi. Et en plus, tout le monde commet des erreurs. Non, non et non. Pour le bonheur de mon enfant, je ne pourrais pas vous accepter ici. Et Tondi ne pouvait plus supporter de faire la comédie. Elle redevena ce qu'elle a toujours été, une méchante femme. Elle se mit en colère. Je peux encore te battre avec mon bâton comme avant, hein? Sale idiote, tu m'as prise pour qui? Je te prendrai toute cette richesse après avoir fini avec toi. Attends, je vais te tuer de mes propres mains. Ne t'amuse pas avec moi. Arrêtez, mère. N'essayez pas de faire ça avec la bénédiction de Dieu qui est sur moi. Vous seriez frappée d'une terrible malédiction pendant 1 an. Ne me prends pas pour une idiote, ma pauvre. Je vais te tuer et t'enterrer maintenant. Après avoir dit cela, Etundi alla prendre un bâton pour la frapper. Et juste après, son corps commença à se transformer en pierre. Hey, qu'est-ce qui m'arrive? Je te l'ai dit plus tôt, mais tu n'as pas voulu m'écouter. Dieu lui-même m'a béni. Il a dit que ceux qui me feront du mal seront frappés de sa main par une terrible malédiction. Maintenant, tu resteras sous cette forme pendant 1 an. Le corps d'Etundi s'est transformé en une belle idole. Elle ne pouvait pas bouger, mais elle pouvait se repentir de son erreur et verser des larmes. Depuis lors, Ateba a commencé à vivre heureuse avec sa fille. C'est la fin. Alors les amis, la leçon que nous pouvons tirer de cette histoire est que si nous croyons en Dieu et que nous lui sommes dévoués, il fera l'impossible pour nous sortir de n'importe quelle situation. Choisis et clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos. Il était une fois une vieille femme nommée Ngono vivait dans un village. Bien qu'ayant beaucoup d'argent, elle n'aidait personne. À cause de son égoïsme, cette vieille femme était ignorée de tout le monde au village. Ngono garda tout l'argent et l'or qu'elle avait dans un récipient et l'enterra au milieu de sa maison. Elle dormait en étendant une vieille natte dessus. Un jour, un prêtre vint au village et ne sachant rien de Ngono, il s'assit sous un arbre devant sa maison. En voyant le prêtre, Ngono pensa qu'il était venu chez elle pour la voler, alors elle ramassa un gros bâton et frappa ce dernier à la tête. « Hé, toi là, comment peux-tu avoir l'audace de t'asseoir sous mon arbre? Dégage de là tout de suite !» Le prêtre se leva précipitamment et s'enfuit avec ses affaires. Puis ayant parlé d'Ngono auprès des habitants du village, les uns et les autres ne disaient que du mal de cette dernière. « Cette Ngono est très méchante, elle n'aide personne ici au village. » Ngono n'est pas du tout charitable. Au contraire, elle est très méchante envers nous. La vieille femme a beaucoup d'argent, mais ne le partage avec personne. En entendant la même chose de tout le monde, le prêtre eut pitié d'Ngono et pensait à la changer. Ce même jour à minuit, un incident étrange se produisit devant la maison d'Ngono. Quelqu'un portant un masque noir y dansait étrangement avec 9 peaux sur la tête. En entendant le son des bracelets de cheville, Ngono ouvrit la porte de la maison avec un gros bâton à la main. Mais saisie de peur, en voyant un fantôme danser devant la maison, elle retourne immédiatement à l'intérieur, ferme la porte puis regarde par la fenêtre. Elle vit qu'il y avait 9 peaux sur la tête du fantôme et le feu qui brûlait dans le pot le plus haut. Après avoir dansé pendant un certain temps, le fantôme jeta au sol le pot supérieur qui brûlait et disparut immédiatement. Et lorsque la vieille Ngono sortit, elle ne trouva rien d'autre que les morceaux du pot cassé. Prise de peur, elle se mit à crier « Au secours, aidez-moi, un fantôme est venu chez moi !» Mais n'étant malheureusement pas aimée du village, personne ne se soucia des cris de la vieille Ngono. « J'ai très peur, car un fantôme vient de danser devant chez moi. Qu'est-ce que cela pourrait bien signifier ?» Malgré ces cris, personne n'a prêté attention à ses paroles et ne l'a même regardé. La nuit suivante, Ngono se tenait à l'intérieur de la maison avec un gros bâton en main. Dès qu'il fut minuit, elle entendit à nouveau le bruit des bouts. En regardant par la fenêtre, elle vit 8 pots sur la tête du fantôme. Et après avoir cassé le pot le plus haut, il s'en allait avec ceux qui restaient. Ayant remarqué que la scène se produisait tous les jours, la vieille Ngono eut peur et alla voir le magicien Foko pour s'en débarrasser en lui disant « Chaque nuit, un fantôme vient et danse devant ma maison.
Sauve-moi de ce phénomène, s'il te plaît, Foucault. Venir en aide à une femme méchante et égoïste comme toi, ça jamais. Je suis troublée par la danse des fantômes et j'ai besoin que tu m'aides, s'il te plaît, Foucault. C'est alors qu'Ngono aperçut et reconnut le même prêtre sous l'arbre au carrefour devant sa maison. Quand tu méditais assis devant ma maison, j'étais battu en te prenant pour un voleur. Aucun problème, je te pardonne. Que veux-tu maintenant? Monsieur le prêtre, tous les jours à minuit un fantôme vient et danse devant ma maison. Tu dois me sauver de ce fantôme. Le prêtre réfléchit, secoua la tête puis dit, je crains qu'il n'y ait pas de solution chez Ngono. En effet, le chef des fantômes est parti quelque part. À cause de cela, tous les fantômes sont devenus impuissants. En quittant le groupe, il leur a dit que tu es digne d'être leur nouveau chef, alors ils essaient simplement de t'emmener par tous les moyens. Oh non, tu dois me sauver. Je te donnerai tout mon capital accumulé. S'il te plaît, cher prêtre, fais quelque chose et aide-moi. D'accord. À partir d'aujourd'hui, tu commences à faire de la religion, du culte, de la charité et toutes sortes de bonnes œuvres. Puis je verrai pour le reste. Dès ce jour, la vieille femme devint charitable. Malheureusement, quand elle arriva pour faire des dons aux villageois, personne n'accepta quoi que ce soit venant d'elle. Au contraire, les gens s'éloignaient. Même les chiens et les corbeaux ne touchaient pas la nourriture qu'elle avait versée au sol. Cette nuit-là, un autre troupeau se cassa devant la maison d'Ngono. Le lendemain matin, elle se rendit chez le prêtre en disant « Cher prêtre, je vois que je ne pourrai pas échapper à la mort, car personne ne prend quoi que ce soit venant de moi. » Alors le prêtre lui répondit « Ce que tu vas faire maintenant, c'est dépenser ton argent pour construire des temples, creuser des puits et construire des orphelinats. Si tu fais ces bonnes actions, non seulement tu vivras longtemps, mais tu auras également une bonne réputation. Prêtre, s'il te plaît, fais toutes ces choses à ma place et aide-moi. Si je le fais moi-même, personne n'acceptera. » La vieille Ngono donna tout son argent à ce prêtre. Avec cet argent, ce dernier fit beaucoup de bonnes œuvres et depuis lors, Ngono non seulement se débarrassa des fantômes, mais acquit également une bonne réputation. Alors la famille, quelle leçon tirons-nous de cette histoire? Que vivre, c'est aider les autres et être en bon thème avec son entourage. Qu'elle trébucha et finit sa course sur les escaliers. Akamba était mariée à Lizzie. Aujourd'hui, c'était la nuit des noces. Lizzie était très jolie, assise sur le lit plein de fleurs. Akamba est allé vers elle et s'est assis sur le lit. Il mit ses mains sur les siennes et Lizzie les retira immédiatement dès qu'il fit cela. Lorsqu'il a de nouveau essayé de prendre sa main, elle se recula, tête baissée. Elle était timide, mais ses actes rendirent Akamba plus amoureux d'elle. Et il lui demanda d'arrêter d'être timide. Il voulait qu'elle oublie absolument tout autour d'eux. Ce qu'il disait ne semblait pas l'interpeller, mais Akamba voulait consommer son mariage. Oui, mais avant mon mariage, j'avais prié Dieu pour qu'il augmente ta longévité et qu'il protège notre couple. Et pour cela, nous devons consommer notre mariage seulement 1 mois après. Nous devons rester dans cette chambre au moins 1 mois sans se toucher. Ok, d'accord. Tu as fait un vœu pour moi et cela pour notre amour, donc je respecterai tes paroles. Ils étaient maintenant mariés depuis 3 jours. Akamba comptait soigneusement les jours dans le calendrier. Un jour, alors qu'il se rasait, on frappa à la porte. C'était le laitier. Lizzie ouvra la porte. Elle plaça le pot de lait de telle façon que sa main touchait celle du laitier. Lorsque le laitier voulut retirer sa main, elle commença à le caresser avec la sienne. Hé, qu'est-ce que la maîtresse fait comme ça? À même pas 3 jours de mariage. Qu'est-ce qu'il arrive même? S'exclama le laitier. Lorsqu'il vit Lizzie lui faire un clin d'œil, il a été choqué et pensa directement. Il s'est marié à une mauvaise femme. Elle ne le mérite même pas. Elle vient de se marier il y a 3 jours et elle se comporte comme ça. Un autre jour, Akamba était au travail et le blanchisseur est venu à la maison récupérer des vêtements. Madame, vous avez sorti les vêtements, n'est-ce pas? Et elle répondit, enlève les vêtements. Lizzie disait cela de telle sorte que le blanchisseur devint tout rouge.
Lorsque le laveur a commencé à prendre les vêtements, elle lui fit les yeux doux. Et surpris, il s'interrogea exactement comme le laitier. Petit à petit, tout le quartier était au courant de son comportement. Un jour, alors qu'Akamba rentrait de son bureau, le garde placé à la porte de son immeuble lui dit « Je devais vous dire ceci. Votre femme ne vous mérite pas. Elle est une femme facile. » Après avoir entendu cela, il s'énerva en disant « Êtes-vous devenu fou? Que dites-vous sur ma femme? Je n'invente rien, monsieur. Parfois, quand vous partez au bureau, elle vient ici me tenir la main et elle essaye de me séduire. » Akamba partit de là en colère. Mais après quelques jours, le laitier et le laveur lui disent la même chose. Il a été forcé de réfléchir. Mais pourquoi tous ces gens disent ces choses sur ma femme? Elle m'avait pourtant demandé d'attendre pour notre nuit de noces. Non, comment peut-elle faire ça? Non, elle ne peut pas. Comment pourrait-elle séduire d'autres hommes? Je ne pense pas. Que faire? Devrais-je en parler à ma femme? Non, 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 non. Elle sera très fâchée. Akamba était amoureux de Lizzie. C'est pourquoi il ne prêtait pas attention à tout ce qu'on disait sur elle. Mais un jour, il remarqua qu'elle causait beaucoup au téléphone avec quelqu'un. Une fois, il lui demanda à qui elle parlait toujours au téléphone. Elle demanda pourquoi il l'interrogeait comme ça. Pourtant, elle ne faisait que causer. « Je parle à mon amie. Elle s'appelle Ngono. C'est ma meilleure amie. Mais elle s'est mariée récemment et est partie pour Dubaï. C'est pourquoi je cause avec elle au téléphone, en souvenir du bon vieux temps. » Après ces paroles, il pensa « Oh, que s'est-il passé pour que je doute de ma merveilleuse femme? Celle-là qui prie tous les jours pour moi, pour que je vive longtemps. Je suis vraiment un mauvais mari. » Puis, il s'excusa. Un jour, alors qu'il dormait, Lizzie reçut un appel et alla répondre dans le salon. Son mari la surprit en train de parler à un autre homme qu'elle appelait bébé. Akamba fut très étonné et déçu. Étant en colère, il décida de la surprendre. Mais lorsqu'il l'appela, étant choqué, elle se tourne brusquement, fit tomber un vase, sur lequel elle trébucha et finit sa course sur les escaliers. Inquiet, Akamba la conduit directement à l'hôpital. Malgré tout, il était toujours fou amoureux d'elle et pria pour sa guérison. Une fois guérie, il continua à prendre soin d'elle. Puis, elle s'excusa pour son mauvais comportement. Elle promit aussi de lui rester toujours fidèle. Ils vécurent heureux. C'est fini. Clique sur les images qui viennent de s'afficher pour voir nos nouvelles et meilleures vidéos.